Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter les usages avancés de la plateforme Tactiléo. Ce que je vous propose avant donc, de parler purement logiciel, je vous propose de toujours lier l'avancée des neurosciences cognitives, ce que nous dictent les sciences cognitives, et de vous montrer leur mise en application sur la plateforme. Alors, au menu du jour, j'ai envie de vous dire, nous verrons les variations des modalités de rappel pour toujours différencier et adapter ce qu'on demande à nos élèves en fonction de leurs capacités. Nous verrons également que l'évaluation par connaissance et la notation sont possibles sur Tactiléo et sont même indispensables dans les tâches d'apprentissage, notamment de remédiation. Nous verrons également le QCM comme un outil puissant parce qu'il va permettre de mettre en place une remédiation sur ce que l'élève ne sait pas, mais également de créer des contextes piégeux qui sont intéressants dans le cadre, par exemple, d'une préparation à une évaluation. Nous verrons pour finir l'utilisation des feedbacks, donc d'abord les feedbacks par élément, ensuite le message global personnalisé à la fin, et pour finir, la correction personnalisée dans Tactiléo. Alors, nous allons commencer par un petit point sur les sciences cognitives. Donc voilà. L'adapter, les modalités de rappel en fonction des réponses des élèves, c'est tout à fait possible dans Tactiléo et ce que nous disent les neurosciences cognitives, le cerveau, comment fonctionne-t-il? Donc il y a 3 grandes opérations qui vont être effectuées par la mémoire. Nous avons pour commencer la perception de l'information et l'encodage en signaux qui vont être perceptibles par le cerveau, donc compris par le cerveau. Ensuite, nous allons stocker ces informations. Ça peut varier entre quelques millisecondes à plusieurs années, voire même à vie pour les automatismes. Et ensuite, nous allons devoir, quand nous souhaitons les réutiliser, récupérer les informations. Et c'est souvent ici qu'il y a des grandes disparités entre nos élèves. Alors, pour adapter sur la plateforme Tactiléo, donc naturellement, je ne vais pas vous représenter comment on crée un module. Nous sommes dans des usages avancés. Cependant, je vous invite tout de même à aller consulter les ressources déjà disponibles dans les banques de ressources, les BRNE, naturellement, qui sont déjà validées par l'inspection, et pourquoi pas les modifier et appliquer ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors nous allons directement créer un module, et là, nous sommes dans la variation automatisée des modalités de rappel. Donc, il existe 3 modalités de rappel. Je vais revenir sur mon petit diaporama pour vous les présenter. Nous avons le rappel libre. Alors là, il n'y a aucune indication pour l'élève. La remontée de l'information n'est absolument pas assistée. C'est-à-dire que ça peut être la question complètement libre. Il va devoir lui-même saisir une réponse. Il n'aura pas d'indice. Il n'aura pas la réponse devant lui. Deuxième type de rappel, le rappel indicé. Donc là, c'est la présence d'un mot qui va évoquer des choses à l'élève, qui va faire remonter à la surface plus facilement l'information. Ça peut être également un document qu'on a déjà utilisé en classe. Ça peut être aussi replacer l'information demandée dans le contexte de la découverte en classe. Par exemple, rappelle-toi, ce jour, nous avons étudié tel objet technique, en technologie en tout cas. Ensuite, pour dernière modalité, nous avons le rappel par reconnaissance. Donc là, la réponse est présente à l'écran parmi d'autres et l'élève pourra plus facilement la sélectionner. Donc dans Tactiléo, toutes ces modalités de rappel sont présentes. Par exemple, nous allons ajouter l'élément légender une image. Donc on y met un titre. Donc ça, je le fais rapidement. On met notre consigne en rapport avec notre cours et on laisse la consigne d'exécution de Tactiléo. Et ça se passe ici. Donc je vais ajouter une image, mon imprimante 3D, et je vais demander à l'élève de m'indiquer où se trouve la structure, voilà, où se trouve le plateau, et où se trouve l'écran.
Voilà. Ensuite, tout se passe dans le type d'affichage. Le glisser-déposer, les étiquettes seront présentes à l'écran. Donc, nous sommes dans le cas d'un rappel par reconnaissance. Les réponses existent et sont présentées à l'élève. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de partir d'un rappel libre et on adaptera après si l'élève a faux. Donc nous passons dans le cas d'une saisie clavier. Je clique sur OK. Donc je mets un titre à mon module, j'enregistre et je teste. Donc là, nous voyons que nous sommes dans un rappel qui est totalement libre. Aucun mot évocateur, aucune réponse présente. L'élève doit saisir lui-même ses réponses. Si je veux créer maintenant, comme deuxième modalité de rappel, un rappel indicé, eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible, dans le même élément, d'aller paramétrer l'apparition d'un indice. Pour ce faire, je définis un laps de temps avant la mise à disposition d'un nouvel indice. Donc sachez que si par exemple je mets 4 secondes et 4 indices, toutes les 4 secondes, un nouvel indice va apparaître. Donc là, je vous conseille fortement, en règle générale, sur ce type d'éléments, pour les gens d'Enimage, les élèves le font en rappel libre en 20 à 30 secondes. Donc normalement, réglez bien l'apparition de l'indice, il faut pouvoir détecter un petit peu l'élève qui va bloquer sur cet élément. Donc on va être un peu au-delà des 30 secondes. Moi, je vais mettre 4 secondes pour que ça aille un petit peu plus vite. Ensuite, je clique sur ajouter un nouvel indice et je vais éditer l'indice. Attention, nous sommes dans un rappel indicé. N'indiquez surtout pas les réponses possibles parce que là, vous passeriez directement sur un rappel par reconnaissance et ce serait dommage parce qu'au niveau cognitif, on peut demander un petit peu à l'élève, le forcer un petit peu à se rappeler tout en l'accompagnant et en dosant l'accompagnement. Donc là, je mets un titre à l'indice et ici, je vais replacer les informations dans leur contexte. Alors là, naturellement, ce n'est pas un indice pour l'élève. Je clique sur OK et je vais pouvoir tester. Donc là, le module démarre et normalement, je vais attendre 4 secondes. Voilà. Alors là, l'étiquette, l'imprimante n'est pas apparue. Sachez que vous pouvez tout à fait actualiser la page pour que ça apparaisse. Comme ça, l'élève ne sort pas du module, il reste dedans. Donc là, j'ai vu 4 secondes après un indice apparaître. Je clique dessus et dans cet indice, j'aurais très bien pu mettre une petite vidéo, j'aurais bien pu mettre une image, j'aurais pu mettre une notion de cours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça va le guider. Voilà, donc voilà pour le rappel indicé. Maintenant, j'ai ma modalité de rappel par analogie, donc par reconnaissance. Je vais dupliquer l'élément. Voilà, je lui laisse ce titre, il n'y a pas de souci. Et je passe en glisser-déposer. Et je clique sur OK. Donc là, l'élève, à l'écran, il aura les réponses qui seront présentes et il devra tout simplement venir les placer au bon endroit. Vous avez vu, j'ai toujours l'indice qui apparaît. Ici, il n'a plus lieu d'être, donc je vais aller le supprimer. En éditant mon élément, je vais dans les paramétrages et je supprime l'indice. Tout de suite, je vais ajouter un élément sur l'imprimante 3D, l'impression 3D. Donc je vais pouvoir, par exemple, ajouter une vidéo pour que l'élève puisse la consulter. Bon, là, ce que je vais faire, c'est une petite page multimédia dans laquelle je peux ajouter du texte et une photo. Alors je crée ça, c'est pour vous montrer le fait d'automatiser grâce à l'intelligence artificielle, grâce à cette intelligence qui va analyser les réponses de l'élève, je vais pouvoir automatiser les variations de modalités de rappel en fonction de l'élève. Voilà, donc là, on n'est même plus dans la différenciation, finalement, on est dans une quasi-individualisation d'un parcours de formation.
Donc, pour créer un pont, par exemple, si mon élève arrive à répondre avec le rappel libre ou le rappel indicé, vous serez d'accord pour dire que le rappel par reconnaissance n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que l'élève ne doit pas passer par le second élément ici. Il doit directement passer à la page multimédia. Alors, pour faire ceci, nous allons éditer le premier élément et dans les paramétrages, nous allons tout simplement régler le comportement si la réponse est correcte. Nous allons lui dire de passer à l'élément page multimédia. Par contre, si la réponse est fausse, soit on passe à l'élément suivant, dans ce cas ça fonctionne, mais on peut également paramétrer le comportement en passant à l'élément 1 copie, donc le rappel par reconnaissance. Je vous conseille fortement de régler ça parce que après, si vous réorganisez vos éléments, au moins vous conserverez le chemin de bifurcation que vous avez réglé. Je vais cliquer sur OK et nous allons tester. Donc, je vais tester dans le cas où l'élève se rappelle sans souci. Donc, il va taper les réponses. Voilà. Donc là, il a bon. La réponse est correcte. Je passe directement à la page multimédia. Dans le cas où l'élève se trompe, voilà. Donc, il s'est complètement trompé. Ça lui indique les réponses. Donc là, il est en train de les placer dans sa mémoire de travail. Et on va lui demander de le refaire ici. Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un petit problème parce que l'élève va placer ça dans une mémoire à court terme et il va s'en rappeler uniquement le temps d'exécuter l'exercice. Donc, il va falloir aller reparamétrer mon élément. Donc là, vous avez vu quand même qu'on a bifurqué sur le rappel par reconnaissance et ensuite, je vais sur la page multimédia. Donc là, je vais à nouveau paramétrer mon élément pour redéfinir l'affichage à la fin de l'élément. Donc je vais par exemple ne rien afficher ou afficher uniquement leurs erreurs. Bon, moi souvent je choisis de ne rien afficher. Je clique sur OK et j'enregistre. Et là normalement l'élève qui va se tromper, voilà, la correction n'apparaît pas et il bifurque automatiquement vers le rappel par reconnaissance. Donc là, j'ai déjà paramétré ma variation des modalités de rappel de manière automatique. Donc j'ai différencié mon apprentissage. Alors là, on va justement éviter les frustrations, c'est-à-dire qu'on va éviter la notation binaire, le soit tu sais, soit tu ne sais pas. Au contraire, Tactileo va permettre aux élèves qui ne savent pas eh bien, de s'améliorer, de prouver qu'ils sont capables de se rappeler, même s'ils ne sont pas sur une modalité qui est libre ou indicée, ils vont tout de même pouvoir réussir sur le rappel par reconnaissance. Donc c'est un grand pas, hein, parce que au contraire, c'est très, très, très motivant pour les élèves de réussir. Et pour vous, l'élève qui ne va pas réussir le rappel par reconnaissance, ils vont être assez peu nombreux, parce que c'est un rappel qui ne va pas demander beaucoup d'efforts au niveau cognitif pour se rappeler. Et bien là, vous pourrez mettre, vous, une différenciation en place, et c'est vous qui allez aller voir ces élèves pour eh bien, corriger tous ces flous cognitifs qui les empêchent de bien répondre. Donc ça, c'est assez important. Nous allons maintenant passer à l'évaluation par connaissance ou la notation. Donc je reprends mon diaporama. Donc évaluation par connaissance ou notation, c'est un faux débat grâce aux axes de positionnement qui sont présents dans Tactileo. Je parle ici d'évaluation par connaissance et non pas par compétence parce que vous savez sûrement mieux que moi, une compétence, c'est un croisement entre les connaissances sémantiques, donc les savoirs sémantiques, ce qu'on souhaite faire passer avec nos disciplines aux élèves. Il y a également le croisement avec les savoir-être et les savoir-faire. Donc là, au niveau d'une intelligence artificielle, elle n'est pas encore capable d'aller détecter, d'aller évaluer une compétence. Par contre, au niveau des connaissances, pas toutes,
mais la plupart sont évaluables sur Tactiléo. La note, qui est globale, elle permettra de donner un repère sur une qualité globale du travail d'un élève et de son investissement dans l'activité. L'évaluation par connaissance, elle va permettre de cibler efficacement la compréhension et l'acquisition d'une connaissance. Elle permettra également la mise en place de remédiation et ou d'approfondissement. Quand je parle d'approfondissement, c'est pour les élèves qui vont tout à fait réussir la validation d'une connaissance, eh bien, nous pourrons aller un petit peu plus loin avec ces élèves. Alors, dans Tactiléo, les axes de positionnement, ça se passe juste ici. Donc, pour avoir une note globale, nous allons dans les options du module, nous allons régler les barèmes. Donc, vous voyez ici, je n'ai que 2 éléments évalués. Je peux très bien définir 3 points pour le premier élément, qui est le rappel libre du fait de légender mon imprimante 3D. Et ensuite, j'ai le rappel par reconnaissance. Je vais affecter la moitié des points. Ainsi, l'élève ne va pas se dégoûter parce qu'il n'aura pas réussi sur le rappel libre, mais au contraire, il va savoir qu'il va pouvoir tout de même avoir un certain nombre de points, donc une certaine reconnaissance pour son travail grâce au rappel par reconnaissance. Donc voilà pour le réglage. Ensuite, je vais aussi pouvoir paramétrer mes axes de positionnement. Ça se passe toujours dans les options du module. Je clique sur axe de positionnement et ici, je vais tout simplement taper le nom de mes connaissances. Bon, là, pour faire simple, je les appelle connaissance 1 et connaissance 2. Et tout en bas, j'ai tous mes éléments qui peuvent être évalués. Et nous reviendrons ici lorsque j'aurai créé des QCM parce que c'est un petit peu particulier sur le paramétrage des QCM et c'est beaucoup plus puissant, vous allez voir. Et je vais pouvoir affecter des points en fonction de mes connaissances. Imaginons que mon premier élément évalué concerne ma connaissance 1, je peux très bien affecter 3 points sur ma connaissance 1. Imaginons ici que mon deuxième élément n'ait rien à voir avec mon élément numéro 1, je vais affecter 2 points à ma connaissance 2. Et une fois que tous les élèves auront réalisé ce travail, j'aurai dans mes résultats et suivis un onglet axe de positionnement et je vais avoir tous les résultats de mes élèves en fonction de la note globale que j'ai paramétrée dans barème et également dans l'onglet axe de positionnement. J'aurai 2 colonnes avec mes 2 connaissances et j'aurai les résultats de chaque élève pour chaque connaissance. Donc j'évalue bien par connaissance et je différencie surtout le fait d'évaluer une connaissance et je la sépare totalement de ma note globale qui n'est absolument pas la même chose. Donc voilà pour cet élément. Ensuite, nous allons passer, et là c'est très intéressant de le faire, au QCM. Le QCM, c'est un outil qui nous paraît très très simple, mais pourtant il est ultra puissant au niveau de l'évaluation, par exemple de l'évaluation diagnostique. Lorsque l'on souhaite vérifier que l'élève a tous les prérequis, en général, on utilise le QCM. Alors, je vais vous présenter comment fonctionne notre cerveau et après, je vous explique en quoi le QCM a à voir avec ce fonctionnement. Notre cerveau, il observe sans arrêt, il observe le réel, donc il va émettre un diagnostic en observant le réel. Ensuite, il va générer une prédiction, c'est-à-dire qu'il va émettre des hypothèses. Il va ensuite vérifier en la testant. Donc, s'il a bon, au bout d'un certain nombre de fois où il va faire cette opération, il va ancrer cette façon de faire dans ses automatismes, c'est-à-dire qu'il va le faire totalement inconsciemment. S'il se trompe, il va améliorer la prédiction et il va recommencer, observer le réel, générer une nouvelle prédiction améliorée et à nouveau la vérifier. On a 2 types d'apprentissage qui sont intéressants. On a l'apprentissage par automatisation. Donc ça, c'est le système heuristique qui est complètement inconscient et intuitif. Ça peut être lire, écrire, marcher. Mais attention, c'est une fois qu'on l'a suffisamment fait pour automatiser
la tâche. Par contre, vu qu'il est complètement inconscient, il va être très très rapide, mais peu fiable. C'est-à-dire que si j'utilise toujours ce système et que l'enseignant a créé un contexte piégeux, a créé un piège, je vais systématiquement tomber dans le piège. Parce que je considère que c'est la bonne réponse. Je n'ai pas besoin d'aller piocher dans l'apprentissage par inhibition. Donc, c'est-à-dire que je vais garder mon système automatique et je vais tomber dans le piège. Cependant, si on a appris à nos élèves à se méfier de leurs automatismes, nous avons le système algorithmique. C'est l'apprentissage par inhibition. C'est un système qui est conscient et il va analyser tout ce qui se trouve devant lui. Il va également réfléchir. Donc, c'est un système qui est extrêmement fiable, c'est-à-dire qu'on analyse pour émettre une hypothèse et la vérifier. Par contre, ça demande un effort attentionnel qui va être important. Donc, c'est là qu'on peut parler du cerveau mono-attentionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser deux tâches conscientes en même temps. Notre cerveau va en fait switcher entre deux tâches, c'est-à-dire qu'il va passer d'une tâche à l'autre très rapidement. Cependant, lorsqu'il sera sur une tâche, il ne va pas pouvoir être concentré sur la seconde. Donc, ce neuromythe du cerveau qui peut faire plusieurs tâches conscientes en même temps, eh ben, malheureusement, il est très ancré, mais ça reste un neuromythe. C'est complètement faux. Le cerveau switch très rapidement. Alors, le QCM, là-dedans, ben justement, le QCM va nous permettre de créer des contextes piégeux, c'est-à-dire qu'on va créer des petits pièges dans les QCM. Cependant, au niveau cognitif, on fait très très attention de ne pas créer ces contextes piégeux lors de la découverte d'une notion. On le fait dans le cadre d'une préparation à l'évaluation, c'est-à-dire que l'élève a déjà vu 2, 3, 4 fois, 5 fois la notion, il l'a déjà appliquée, et là, je peux commencer à aller le chercher un petit peu au niveau cognitif, c'est-à-dire créer des pièges. Si je le fais dès la découverte, malheureusement, l'élève va répondre, donc tomber dans le piège, et penser que sa réponse est bonne. C'est-à-dire qu'au niveau neuronal, il va développer entre deux neurones qui n'ont rien à voir, des dendrites pour les connecter entre eux et créer un nouveau réseau de neurones qui va amener la mauvaise réponse. C'est ce qu'on appelle la création d'un biais cognitif. Et ça, c'est absolument tout ce qu'on cherche à éviter. Donc, on ne va pas créer de piège à proximité de la découverte de la notion, mais plus juste avant l'évaluation, voire même dans l'évaluation, parce que finalement, une évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est juste une manière de remobiliser ce que l'on a vu en cours. C'est donc une réactivation. Donc, c'est un puissant moyen d'apprendre. Alors, le QCM, dans Tactiléo, mais tout simplement, je vais ajouter un nouvel élément et je vais sélectionner la question à choix multiple. Et je vais pouvoir créer une question du style, alors je reste en technologie parce que c'est la seule discipline que je maîtrise parfaitement. Par exemple, je vais demander comment est-il possible de mettre un ventail automatisé en mouvement. Et je vais pouvoir, grâce à cet éditeur d'image, faire un zoom sur le moteur. Donc voilà, il est en train de m'importer mon image. Naturellement, vous le savez déjà, je peux la redimensionner. Et derrière, je vais rester en choix unique. J'ajoute des réponses possibles. Et la première que je vais mettre, le moteur. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui vont fonctionner par automatisme. Ils savent que le moteur va créer un mouvement. Ils savent que le ventail sera en mouvement. Et ils savent que le moteur sera à la base de la création du mouvement. Donc, ils vont me mettre le moteur. Cependant, le moteur doit être associé à un pignon derrière, mais ce n'est pas tout. Voilà, moteur, pignon, crémaillère. Et j'aime beaucoup, c'est créer une possibilité pour l'élève de me dire bah, je ne sais pas ce qu'est, donc dans ce cas-là, une crémaillère. Donc l'élève pourra sélectionner cette réponse. Donc je clique sur
OK. Ah, je n'ai pas sélectionné la bonne réponse. Naturellement, moteur, pignon, crémaillère. Et je clique sur OK. Je vais tester. Et là, je dois sélectionner la bonne réponse. Alors naturellement, il faudra poser la question liée à votre discipline avant. Donc là, j'attends moteur, pignon, crémaillère. Et l'élève qui ne sait pas, je souhaite justement l'amener, alors pas lui dire que sa réponse est incorrecte, donc ça, je vais pouvoir modifier rapidement ici, mais je souhaite lui apporter une information sur ce qu'est une crémaillère. Et c'est là que les ressources qui sont déjà présentes dans Tactiléo sont assez riches et vont nous aider énormément dans le cas d'une remédiation. Donc voilà, je veux trouver un système pignon crémaillère et je vois qu'il existe déjà en objet 3D. Donc je vais l'ajouter à mon parcours et je vais ensuite utiliser les déclencheurs. Donc ça se passe dans le paramétrage et je vais dire créer un nouveau déclencheur. Et si l'élève me sélectionne cette réponse, donc la réponse sélectionnée, je ne sais pas ce qu'est une crémaillère, je vais passer à l'élément pignon crémaillère et je vais pouvoir lui dire sur la diapo suivante, tu vas pouvoir visualiser ce qu'est une crémaillère. Voilà. Je clique sur OK. Donc j'ai créé mon déclencheur. Je clique sur OK et là, je vais aller régler tout de suite mes autres déclencheurs. C'est-à-dire que là, je vais avoir une page multimédia, je vais la dupliquer pour avoir une page après et je vais recréer des déclencheurs. Alors naturellement, si la réponse est correcte, je passe à l'élément page multi que je viens de dupliquer. Ça ne sert à rien de passer par l'élément pignon crémaillère. Ensuite, si la réponse est fausse, vous allez voir, je vais aller paramétrer un nouveau questionnaire. C'est-à-dire que je vais dupliquer celui-ci. Voilà, je vais le remonter ici et je vais l'éditer. Ici, mon déclencheur ne va plus me servir à rien. Donc je suis dans paramétrage, je vais supprimer mon déclencheur. Et ensuite, je reviens dans la description et je veux que ce questionnaire vienne juste après la diapo de remédiation sur ce qu'est une crémaillère. C'est-à-dire que je vais pouvoir supprimer cette question-là. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais aller régler automatiquement le comportement ici en ajoutant à nouveau des déclencheurs. Donc je vais ici, je vais créer des déclencheurs. Si l'élève a sélectionné cette réponse, il a faux, mais il n'a pas demandé d'aide sur la crémaillère. Donc il a faux, il passera directement sur le, sur le QCM avec 3 réponses possibles sur lesquelles on a supprimé, je ne sais pas ce qu'est une crémaillère. Voilà, je clique sur OK. Ensuite, c'est le déclencheur numéro 2. Eh bien, je vais le dupliquer et je sélectionne la seconde réponse qui est fausse. Je clique à nouveau sur OK. Donc là, tous mes déclencheurs sont réglés. J'ai plus qu'à tester. Donc je vais vous montrer maintenant, grâce à ces déclencheurs. Alors c'est comme tout, hein. Là ça peut vous sembler compliqué ce que je fais, mais rassurez-vous, c'est parce que vous êtes encore dans un apprentissage, dans une découverte. Moi, vous voyez, là, à force de le pratiquer, je l'ai passé dans mes automatismes, ça se crée automatiquement. Et on organise notre module automatiquement aussi. Donc par exemple, l'élève qui va me sélectionner la bonne réponse, il va directement aller sur la page multimédia. Par contre, l'élève qui va sélectionner je ne sais pas ce qu'est une crémaillère, lui va bifurquer. Voilà, donc sur la diapo suivante, tu vas pouvoir visualiser ce qu'est une crémaillère. Voilà, il clique là et il va avoir accès à une petite vidéo d'un modèle en 3D qui va lui montrer ce qu'est une crémaillère. Donc là, il va voir que le ventail est finalement positionné avec cette
barre dentée, donc la crémaillère, et qu'ici nous avons le pignon. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement bien fait. Ça a été créé dans le cadre des BRNE, validé par les inspecteurs. Donc je l'utilise en cours et ça tombe bien parce que moi, personnellement, je serais incapable de créer un travail de cette qualité. Donc voilà, et il rebifurque automatiquement sur le même QCM, mais sans la réponse possible, je ne sais pas ce qu'est une crémaillère. Et ensuite, il va pouvoir sélectionner la bonne réponse. Bon, naturellement, vous avez vu hein, dans ma question là, j'ai tout intérêt à aller redéfinir l'affichage à la fin de cet élément et ne rien afficher. Comme ça, c'est parfait, c'est parfaitement paramétré. Et si l'élève se trompe directement, voilà, il va être orienté directement vers le second questionnaire sans la possibilité de choisir je ne sais pas ce qu'est une crémaillère. Donc il sait très bien que la réponse sera parmi les deux là. S'il a faux, eh bien tant pis pour lui. À un moment, on ne peut pas aussi individualiser pour forcer l'élève, simplifier le travail à un tel point que l'élève est obligé de réussir. Hein, c'est pas ça. Il faut aussi qu'à un moment, ils soient confrontés à leurs propres erreurs. Cependant, ce qui est important, c'est de pouvoir se servir de ces erreurs comme tremplin et de leur montrer derrière, grâce au feedback, comment progresser et pourquoi ils se sont trompés. Donc voilà, vous avez vu, là j'ai utilisé donc la remédiation, l'élève qui ne savait pas ce qu'était une crémaillère. J'ai également créé un contexte piégeux à proximité d'une évaluation. Je le rappelle, hein, mais c'est très important, surtout pas lorsqu'on découvre la notion, parce que là on va créer des biais cognitifs de partout et ça va être dramatique. Et surtout, l'élève, il y a toujours la possibilité de se tromper. Donc si l'élève se trompe, là nous allons utiliser les feedbacks, c'est-à-dire les retours sur l'erreur. Donc je vais retourner sur mon petit diaporama et vous présenter ça. Alors à savoir qu'il y a beaucoup de possibilités dans Tactiléo d'utiliser les feedbacks. Donc le retour sur l'erreur, il faut bien expliquer à nos élèves que l'erreur et le flou sont normaux lors d'un apprentissage. C'est normal de se tromper ou de ne pas comprendre tout. Mais le feedback, il doit venir les dissiper au plus près de l'effort. Tant que le cerveau est encore actif, on va tout de suite dissiper les erreurs. Alors, lorsque j'ai commencé ma carrière de professeur, en général, j'aimais bien faire le petit contrôle de 5 minutes en fin de cours. Mes élèves repartaient et je les revoyais la semaine d'après. Problème, les élèves répondaient, parfois ils avaient faux, mais eux étaient persuadés d'avoir bon. Donc, il n'y avait eu aucun feedback de correction. Et malheureusement, une semaine, c'est largement assez pour créer un biais cognitif. C'est-à-dire que l'élève va repenser à l'évaluation, il va en parler à ses copains et il va réactiver lui-même sa fausse réponse, son erreur. Alors, ce qu'il faut, c'est dissiper au plus près. Donc maintenant, c'est très simple. Dans Tactiléo, j'utilise les feedbacks pour corriger les erreurs, pour également donner des informations supplémentaires en cas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, et également pour encourager et motiver. On peut dire à un élève, bravo, ce n'était pas simple, bravo, tu as réussi. Ou alors on peut aussi dédramatiser l'erreur en lui disant que c'est pas grave et que c'est normal de se tromper. Alors je vous montre les différents feedbacks possibles dans Tactiléo. Nous avons pour commencer le feedback paramétrable dans chaque élément. Donc je vais modifier le premier élément et ça se trouve dans les paramétrages. J'ai le message si la réponse est correcte. On peut laisser réponse correcte, on peut laisser réponse incorrecte, mais on peut aussi personnaliser un petit peu. Bravo, ce n'était pas simple. Voilà. On peut aussi aller plus loin. J'aurais très bien pu lui mettre une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube ou que si j'ai intégré à un serveur académique. Donc nous, dans l'Académie d'Amiens, c'est Mediacad. Je peux très bien aller rechercher l'URL de cette vidéo et lui mettre le fonctionnement d'une imprimante 3D, par exemple. Je peux aussi dédramatiser l'erreur, donc ce n'est pas grave. Et ici, je peux lui indiquer, tu vas avoir l'occasion de refaire cet exercice avec une modalité de rappel plus adaptée. Je te demande de faire un effort, tu es capable de réussir. Voilà ce que je vais mettre ici. Donc, je vais me contenter de mettre 3 petits points. Mais en gros, voici le message que je souhaite faire passer. Donc là, lorsque l'élève va le faire,
le feedback, vous avez vu, il apparaît. Alors là, il apparaît pas parce que j'ai demandé de ne rien faire apparaître, mais si j'aurais fait apparaître juste ces erreurs, le feedback serait apparu, sans problème. Donc il apparaît dans une petite bulle en bas, coloré en vert s'il a eu bon ou en rouge s'il a eu faux. Je peux également, et ça c'est très intéressant au niveau de nos axes de positionnement, paramétrer des messages personnalisés. C'est-à-dire que je vais aller dans Options du module, Paramétrage, et si je descends tout en bas, je peux ajouter un message personnalisé. Donc imaginons que ma connaissance 1, donc j'évalue par connaissance, soit sur 6 points. Je vais dire que entre 0 et 2, je vais faire apparaître connaissance non acquise. Voilà. Je clique sur OK, voilà, et je duplique. Donc ça, c'est pour gagner du temps, hein, le fait que je duplique. Je vais faire apparaître connaissance acquise entre 4 et 6. Je clique sur OK, et j'aurais pu faire le en cours d'acquisition également. Et je vais également pouvoir le faire pour ma connaissance numéro 2. C'est-à-dire que là, je décoche, je le fais pour ma connaissance 2. Je peux paramétrer entre 0 et 2. Voilà, connaissance acquise, non acquise, en cours d'acquisition. Je peux également le faire en fonction d'un score global de module. C'est-à-dire que je définis que, par exemple, mon module est sur 15. De 0 à 5, je vais lui dire ce n'est pas grave. Par contre, maintenant, ta responsabilité est d'aller voir l'enseignant ou de lui envoyer un message dans le cas d'un enseignement à distance pour qu'il puisse te répondre, t'informer, pose-lui question, explique-lui pourquoi tu n'as pas compris. Entre 5 et 10, bravo, tu as globalement réussi le module. Cependant, quelques erreurs persistent. Je t'invite à bien visualiser la correction. Et pour finir, entre 10 et 15, bravo, c'est parfait. Là, vous pouvez vraiment féliciter vos élèves. Donc, je clique sur OK, je définis toujours le message. Et lorsque l'élève aura terminé son module, eh bien, tous les messages qui vont répondre à sa notation, que ce soit dans les axes de positionnement ou sur la note globale, sur le barème global, vont apparaître. C'est-à-dire que l'élève peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages à la fin personnalisés, si bien que moi, l'année prochaine, j'ai décidé d'imprimer pour chaque élève un tableau avec toutes mes connaissances disciplinaires, et lorsqu'ils auront terminé Tactiléo, ça leur indiquera de quelle couleur ils doivent colorier la case liée à la connaissance. Et comme ça, les parents pourront s'en servir. Je pourrai m'en servir également dans le cadre d'une remédiation. Voilà, il me suffira même plus d'aller sur Tactiléo dans Résultats et suivis. Alors si, j'irai toujours pour analyser vraiment leurs réponses. Mais surtout, je vais aller voir leur première page de classeur et avec eux, je vais pouvoir savoir quoi faire pour remédier en direct à leurs petites lacunes persistantes. Dernière chose, dernier feedback qui est possible et qui est complètement surpuissant, vous avez sûrement remarqué que dans le module, maintenant, il est possible, alors quand on est hors gare, dans le gare, quand c'est complètement lié à l'ENT, que l'élève a déjà un compte, c'est possible également. Je peux évaluer manuellement. Alors ça veut dire que l'élève va le faire et que Tactiléo va se mettre un peu en attente, va mettre son résultat en attente. Et vous, donc là je vais quitter, et je vous montrerai juste après comment créer l'évaluation et l'envoyer nominativement aux élèves. Donc ça sera le dernier point pour cette présentation. Donc je vais aller dans résultats et suivis. Alors là, ça peut être plus ou moins long parce que moi, j'ai beaucoup de sessions. Vous voyez, depuis le début de l'année, j'ai à peu près 1147 sessions de créer. C'est parce que j'individualise énormément. C'est-à-dire que j'ai des modules de remédiation que j'envoie à mes élèves qui n'ont pas réussi. Ensuite, vous voyez ici « À évaluer ». Donc, c'est-à-dire que là, j'ai sélectionné dans plusieurs de mes modules l'évaluation manuelle. Et quand je clique sur « À évaluer », j'ai le titre de ma session, le titre de l'élément, le nom de l'apprenant.
Donc là, j'ai par exemple Stéphane B qui a fait mon module pour le webinaire, l'escape game, algorithme séance 1 de 5e. Et je vais aller évaluer son travail, c'est-à-dire que j'ai accès à son travail. Voilà, il a donc utilisé l'éditeur de texte et je vais pouvoir évaluer son travail. Donc par exemple, là, il a bon. Et je vais ici laisser, alors je vais juste noter commentaire pertinent. Donc vous allez pouvoir mettre un commentaire pertinent. Par exemple, s'il se serait trompé, eh bien, on lui indique sur quoi il s'est trompé. On corrige complètement une copie ici en fait. Et l'élève, lorsqu'il va se connecter, voilà, là j'ai terminé. L'élève, quand il va se connecter du point de vue élève, c'est-à-dire qu'il a rentré le code UAI de l'établissement, donc là je me suis créé en tant qu'élève. Il va arriver sur voilà, la plateforme Tactileo. Donc là, il a encore du travail à faire, mais il a également accès au travail terminé et il va pouvoir aller visualiser le commentaire de l'enseignant. Par exemple, sur Trajet Robot, voilà, résultat 1 sur 2, voire commentaire. Donc là, j'avais mis commentaire pertinent. Donc j'ai accès au commentaire de l'enseignant, sans souci. Alors pour ça, vous allez devoir aussi, alors soit vous souhaitez évaluer uniquement en notation et vous créez un module qui est libre d'accès, donc c'est pas affecté nominativement, soit vous allez l'affecter directement aux élèves ou aux classes. Donc là, par exemple, je reprends mon module, je vais créer une session. Et ici, donc j'ai Guillaume Mélier, Jean-Baptiste Dezachy et Fantoni Clément. Ce sont des élèves. En vrai, ce sont des formateurs de l'Académie d'Amiens. Donc Guillaume et Jean-Baptiste sont vraiment très calés au niveau tactiléo et au niveau de la didactique en technologie. Donc par exemple, je vais décider de leur envoyer mon module. Donc je les mets dans les apprenants sélectionnés. Je peux sélectionner en fonction de mes classes également. Et je vais créer une session. Voilà. Et vous voyez que là, il n'y a aucun souci. J'ai mes 2 élèves, donc ils n'auront pas de pseudo à taper. Ils sont déjà rentrés. Et ensuite, eux, lorsqu'ils iront dans leur session Tactiléo, voilà, dans le travail à faire, le module apparaîtra. Ils pourront cliquer dessus, le faire. Ils pourront quitter le module, revenir dessus. Donc ça, c'est un grand changement par rapport aux sessions complètement libres. C'est-à-dire qu'un élève qui rentrait son pseudo, s'il quitte la session, il ne peut pas revenir avec le même pseudo et reprendre là où il en était. Et également, Tactileo, ils ont développé un truc que je trouve formidable. C'est le travail collaboratif, c'est la possibilité de créer des groupes d'apprenants. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez, une fois que c'est paramétré, envoyer un module à un groupe d'élèves qui pourront le faire en mode coopératif. Donc, c'est-à-dire qu'un élève va commencer un module. S'il n'y arrive plus, il peut très bien le dire à son copain qui va reprendre le module là où le premier élève s'est arrêté et il va pouvoir le poursuivre. C'est-à-dire qu'on a une vraie coopération pour faire le travail. Donc, voilà pour ma présentation du jour. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai bien lié tout ça aux neurosciences cognitives. Donc, ce sont des choses qui ont été prouvées au niveau scientifique. Il y a une certaine rigueur dans les sciences cognitives qui est appréciable en classe. Et je pense que nous, en tant que pédagogues, c'est à nous de trouver les solutions pour appliquer ce qu'on nous dit au niveau des neurosciences cognitives. Alors, je suppose qu'il y a des questions. Je vais donc maintenant me proposer de répondre à vos questions. Donc, je vais aller voir ça. Clément, je te laisse en prendre, enfin les regarder. Et Oui, il y a certaines où j'ai noté que tu allais revenir dessus. Si tu veux, je te les reposerai si tu les passes. Mais d'accord. je te laisse faire comme tu veux. D'accord, merci. Comment donner un travail coopératif? Alors ça se passe dans... Alors je vous montre. Vous allez dans votre module. Alors vous allez pouvoir créer un groupe d'élèves dans l'administration. Vous allez pouvoir créer des groupes d'apprenants. Voilà. Moi, par exemple, ici, j'ai créé des groupes de
d'apprenants. Par exemple, j'ai mon groupe formateur 1 que je peux modifier et dedans, je peux aller rechercher des apprenants dans les classes et les affecter au groupe. Voilà. Alors là, pour que ce soit conforme RGPD, etc., j'ai supprimé tous mes élèves pour pas que leur nom s'affiche à l'écran. Mais si vous avez paramétré vos classes ou si vous êtes déjà dans le gestionnaire d'accès aux ressources, c'est-à-dire que Tactileo est intégré à votre ENT, vous avez ici toutes vos classes. Vous nommez le groupe, vous ajoutez tous les étudiants, les apprenants dans le groupe et vous validez en cliquant sur enregistrer en bas. Et votre groupe est créé. Et lorsque vous allez créer votre session, vous allez pouvoir directement indiquer que c'est une session de groupe en cliquant sur une petite case. Alors, développer la possibilité de travail coopératif, je viens de le faire. Alors, elle est surtout utile. Alors, il n'y a pas mieux qu'une coopération directe hein, lorsqu'ils travaillent en groupe, en classe. Mais voilà, enfin, ça ne remplace pas l'interaction directe d'ILO, si vous voulez. C'est plus un mode d'aide apporté par les autres membres du groupe si jamais l'élève bloque sur le module. Ils peuvent également se répartir on va leur envoyer un parcours. Ils peuvent très bien prendre chacun un module et essayer de le faire pour avancer tout le monde. Et tous les élèves du groupe auront accès au travail des autres. Mais rien ne remplace vraiment l'interaction directe en classe autour d'un îlot. Mais bon, par les temps qui courent, ça se fait assez rare cette interaction avec les protocoles, hein. Donc là, moi, j'étais bien content de retrouver le mode coopératif sur Tactileo. Alors, le paramètre évaluation manuelle, aucun souci. Il se trouve dans l'élément. Voilà, donc vous allez... Alors là, je vais reprendre du coup mon module. Je vais l'éditer et j'édite un élément évalué, naturellement. Et l'évaluation manuelle se trouve dans paramétrage. Et là, vous avez les différents types d'évaluation. L'évaluation automatique, c'est l'intelligence artificielle qui va analyser les réponses de l'élève. L'évaluation manuelle et également la possibilité de ne pas évaluer. Alors, comme les élèves ne font pas le même parcours, comment gérer les notes? Alors, pour ce qui est des notes, vous avez vu, hein, je vous ai montré comment créer un barème dégressif. Donc, systématiquement, l'élève qui va avoir bon aura plus de points parce que bon, on est encore dans un système quand même qui est relativement où le point est très présent. Alors, il serait vraiment formidable qu'on soit juste dans un système d'évaluation de connaissances via les axes de positionnement. Là, ce serait très clair au niveau de la note. Mais pour le barème, voilà, l'élève qui va bifurquer vers un rappel par reconnaissance ne va pas bénéficier des points du nombre de points plus important du rappel libre. Donc systématiquement, après, par contre, la note qui apparaît à la fin, elle va être par exemple sur 40, alors que le travail sera noté sur 20. Donc ça, il faut bien le dire à vos élèves. C'est un travail noté sur 20, ne pas prendre en compte la note qui apparaît à la fin. Peut-on les faire travailler en coopératif, en îlot? Alors oui, on peut naturellement. Cependant, pour moi, pour vraiment les faire travailler comme un îlot, il faut activer le bloc-notes collaboratif pour que les élèves puissent échanger en même temps. Donc le bloc-notes collaboratif, je vais vous montrer. Donc ça se passe cette fois-ci dans les paramétrages du module. Donc là, je vais dans Options du module. Il me semble que c'est dans Paramétrages. Et je peux activer un petit bloc-notes collaboratif. Et là, mes élèves vont pouvoir échanger entre eux lorsqu'ils seront présents sur le module. Ils vont pouvoir échanger, se demander des choses. Alors faites attention qu'ils ne se donnent pas les réponses quand même. Dites-leur quand même que vous avez accès et que c'est surveillé. Mais voilà, ils vont pouvoir échanger. Donc là, on aurait un fonctionnement en îlot et avec le fonctionnement par groupe, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tous coopérer pour faire le module ou le parcours, tout en échangeant via le bloc-notes collaboratif. Pourquoi ne pas utiliser le fait que Tactileo soit intégré dans Mediacentre? Alors, je ne connais pas Mediacentre. Dans l'Académie d'Amiens,
Je ne pense pas qu'il soit intégré dans Mediacentre. Donc Clémence, voilà. moi je vais Oui, rebondir. d'accord. Médiacentre, c'est le terme générique pour le lieu d'accès des différentes applications dans les différents ENT. Ah, C'est alors d'accord. de temps en temps dans un ENT, ça s'appelle aussi Médiacentre, mais ça peut prendre d'autres noms. Mais c'est le terme générique en fait. Voilà. D'accord, merci. Alors, bah, tout simplement là, parce que malheureusement, nous, dans notre NT, on a juste un lien d'accès direct vers le edu.actilio.fr/go, c'est-à-dire l'accès externe. On n'est pas encore dans le gestionnaire d'accès aux ressources, le GAR, et malheureusement, on ne peut pas encore l'utiliser. Donc là, pour l'instant, l'anonymat, c'est pas possible. C'est pas possible de ce point de vue-là, mais cependant, je tiens à rappeler que même la plateforme externe est conforme RGPD, c'est-à-dire que les élèves vont quand même pouvoir rentrer leur nom et leur prénom sans problème. Mais croyez-moi, on a vraiment hâte d'y passer dans le Gard. Alors, pour la cognition, peux-tu indiquer les liens vers les ressources? Alors, j'en ai beaucoup, hein. J'ai le formidable ouvrage de Jean-Luc Berthier, qui est vraiment pas mal. J'ai également le site sciencescognitives.fr. Vous pouvez aller y faire un tour, c'est ultra riche. Moi, j'aime beaucoup aussi ce que fait Steve Masson. Donc, vous allez voir si vous tapez Steve Masson sur Facebook ou sur YouTube, et vous allez tomber sur des vidéos ultra intéressante. Et après, pour aller un petit peu plus loin, ben, les ouvrages de Stanislas Dehaene, qui sont également très intéressantes. Je vous conseille aussi d'aller voir ce que fait Jérôme Hubert. C'est un membre du CARDI de l'Académie d'Amiens. Donc sur YouTube, il est en train de créer plein de capsules vidéo pour expliquer aux enseignants et aux élèves donc la cognition, etc. Et c'est ultra bien fait. Donc commencez par là. C'est vraiment des ressources qui sont très précieuses. Alors, je n'ai pas vu où il a cliqué pour mettre le groupe en mode travail coopératif. Alors, je vais vous montrer. Alors, quand je définis l'évaluation, c'est ça, la session? Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je vais recréer une session. Ah bah non, je peux le faire d'ici. Voilà, je clique sur créer une session. Et après, vais pouvoir soit ici directement créer un groupe. Je vais également pouvoir sélectionner mes groupes directement ici. Donc, je les ajoute. Et là, je sais que ce sera une section de groupe. Voilà, je clique sur créer la session et ça arrivera directement au groupe. Je vais pas le faire, hein, j'ai déjà assez de sessions comme ça. En temps normal, comment utilisez-vous Tactiléo? Classe inversée, évaluation et remédiation en présentiel, à la maison. Alors, j'utilise dans tous ces cadres-là, figurez-vous, et j'utilise également en évaluation formative. Donc, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai de la classe inversée. Je leur envoie des notions de cours à la maison, ce que j'appelle des savoirs purs, qui ne sont pas appliqués à un système ou à une situation. Ils la découvrent, il y a des petits questionnaires juste derrière. Donc là, on commence déjà à préactiver un petit peu les cerveaux. Je l'utilise aussi en classe, c'est-à-dire qu'en classe, en temps normal, on est bien en temps normal, on est d'accord, ils travaillent par groupe de 4 élèves sur la découverte d'une notion. Ils ont une petite activité à faire sur papier qu'ils gardent dans le classeur. Et à la fin, une personne du groupe, qui est nommée secrétaire, donc il y a des rôles dans le groupe, se rend 5 minutes sur Tactiléo pour rendre compte du travail. Et il note la correction. Les autres peuvent soit suivre le travail, soit commencer la synthèse du groupe, parce qu'ils créent avec moi les synthèses, on les crée en direct. Donc comme ça, les autres membres du groupe sont occupés pendant que le secrétaire met tout sur Tactilio. Et naturellement, je l'utilise dans le cadre de remédiation. J'ai de plus en plus de petits modules de remédiation pour aller euh, expliquer plus précisément à un petit groupe d'élèves ce qui ne serait pas passé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus détaillé. Jean-Philippe Plachot, effectivement, je pense notamment aux Petites bulles de l'attention, qui est un livre absolument génial. Et effectivement, donc en ce moment sur FunMOOC, il y a ils ont rouvert
2 MOOC, dont celui de Monsieur Lachaud et celui de Monsieur Berthier. Donc, si vous avez le temps, alors je sais que le temps nous manque, hein, mais vous pouvez y courir, y voler. Vraiment, c'est une bonne entrée pour les sciences cognitives. Alors oui, alors tout est possible, hein. Au niveau cognitif, est-il possible de poser un QCM piégeux en mode découverte? Alors là, moi, faites très attention. Faites très attention parce que malheureusement, rien ne va nous indiquer que l'élève a bien lu le feedback. Malheureusement, s'il est passé vite, il a dit ah oui, j'ai faux, effectivement, c'était ça, et qu'il passe rapidement à autre chose. Je pense que l'impact sera d'un feedback lorsque l'on va découvrir une notion, lorsqu'on a été piégeux, va être moins fort que si c'est l'enseignant directement qui l'a dissipé avant parce qu'il n'a pas créé de contexte piégeux. Donc, je vais quand même vous le déconseiller de créer un QCM piégeux, en fait. Faites-le à proximité, créez des gros pièges bien complexes, mais faites-le à proximité de l'évaluation une fois qu'on a réactivé un nombre de fois suffisant. Voilà, c'est mon conseil. Alors, je suis un grand utilisateur de Tactiléo que je trouve super. Bravo, vous avez raison jusque-là. Mais je suis un peu agacé par l'usage de l'expression intelligence artificielle. Alors, effectivement, hein, c'est l'intelligence artificielle, on la voit arriver de partout. Alors, l'intelligence artificielle de Tactiléo, c'est pas dans le même cadre que ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire le robot qui apprend par lui-même. C'est uniquement là dans le cadre d'un logiciel qui va analyser tout seul le comportement qu'il devra avoir en fonction des réponses des élèves et quand bien même ce comportement, c'est nous-mêmes qui allons le paramétrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher nos élèves sur une sorte de robot intelligent qui va tout faire à notre place. Donc l'intelligence artificielle ici, elle est vraiment minime. Elle est dans le cadre juste finalement de l'évaluation du travail de l'élève, c'est-à-dire le regard et l'analyse des réponses. Mais effectivement, on le voit arriver de partout, hein, ce terme. Alors, c'est quoi la classe inversée? La classe inversée, c'est tout simplement, au lieu de découvrir les savoirs théoriques, les connaissances sémantiques, alors qui ne sont pas appliquées à un système réel, hein, qui sont pas, enfin là je parle dans le cadre de la techno, mais en gros, on donne le cours à découvrir à la maison, à lire à la maison, et on accompagne l'élève lorsqu'il va faire les exercices d'application, et on l'accompagne, mais il fera ça en classe. Donc c'est pour ça que c'est inversé, parce que il y a quelques années, on faisait le cours théorique en classe et les élèves devaient faire les devoirs à la maison, c'est-à-dire qu'ils devaient faire les exercices à la maison, seuls face à eux-mêmes. Et maintenant, on fait l'inverse. On découvre, on lit le cours à la maison et on fait les exercices en classe. Comme ça, si l'élève bloque, on peut tout à fait l'aider et dissiper les petits flous cognitifs qui persistent. Est-il possible de créer des dossiers pour ranger et organiser les différents modules que l'on a créés? Alors, c'est possible. Alors moi, je le fais en créant des parcours, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que je crée mon parcours et dedans, je vais pouvoir organiser par palier tous mes modules. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, mon parcours 6e, séquence 1, je mets tous mes modules et vraiment, c'est pratique. Et il est même possible maintenant d'envoyer des parcours directement aux élèves avec des règles de validation de modules. Donc là, c'est encore plus puissant. Je reviens aussi sur ce que tu disais là, juste à l'instant sur le classement et les dossiers, donc très bien, c'est une bonne astuce, de pouvoir faire ça. Après moi, j'avais précisé qu'effectivement la philosophie globale de Tactilio, elle est vraiment, plus liée à la bonne indexation avec les multiples critères qu'on met à disposition. On les voit quand on fait une recherche, hein, on a vraiment beaucoup de possibilités de recherche et donc plus les ressources que vous faites, enfin mieux vous indexez ces ressources en apportant des informations pour chacun des critères et plus comment dire, ça sera simple quand il y aura du partage ou quand ça rentrera dans des collections pour que d'autres puissent trouver votre ressource. Donc voilà, je voulais juste préciser ce point. C'est vrai que on a axé les choses plus sur l'indexation que sur le fait qu'il y a une organisation par répertoire qui souvent est liée simplement à l'organisation d'une personne et non pas à l'organisation globale.
Voilà. Oui, d'accord, je comprends. Donc effectivement, on peut régler dans l'indexation le domaine, les niveaux, les compétences et ajouter également des tags, des mots-clés. Donc vous, dans les tags, si vous voulez vous organiser, par exemple, vous avez créé un module, vous savez que c'est votre séance 21. Dans les tags, vous pouvez mettre éventuellement séance 21, comme ça, il vous suffira de taper séance 21 dans la recherche au début ou lorsque vous placez dans mes ressources et vous tomberez directement sur votre ressource. Alors, pouvez-vous montrer un parcours pour l'organisation? Alors oui, je peux. Je peux. Voilà, donc je règle mon filtre granularité, je mets parcours. Et par exemple, nous avons créé avec Guillaume Mélier et Jean-Baptiste Dezachy un parcours pour aider un petit peu les profs de technologie. Donc voilà, donc vous voyez que dans ce parcours-là, j'ai ma première séquence, laquelle besoin et contrainte répond une tondeuse autonome. Et j'ai mes deux modules qui sont classés dedans. La séquence qui vient juste après, comment fonctionne une tondeuse autonome et comment est-elle programmée? Et bien là, pareil, j'ai mes 3 modules qui sont juste après. Et vous voyez, après, j'ai d'autres paliers. Donc là, c'est des ressources qui vont être ajoutées. Et j'ai également une séquence 6 dans laquelle moi, j'ai créé un escape game sur les composants d'un réseau informatique. Donc je l'ai ajouté ici. Donc voilà, c'est un parcours qui est complet. Les élèves ont beaucoup travaillé sur smartphone et il semble que certaines images n'apparaissent pas en totalité sur leur écran. Pensez-vous que l'image se met à l'échelle de l'écran utilisé? Alors oui, il me semble que Tactileo c'est fait en HTML5, ce qui fait que automatiquement, il va s'adapter à la taille de l'écran du smartphone. Donc sans souci. Alors malheureusement, parfois, je pense que si l'élève, si c'est pas adapté sur l'écran du smartphone, même sur l'ordinateur, parfois, moi, il m'arrive d'ajouter une image et de pas le vérifier. Alors c'est pas bien, il faut toujours tester son module avant. Donc maintenant, je le fais. Mais même sur l'écran d'ordinateur, l'image sortait de l'écran. Donc finalement, ça avait beau l'adapter sur smartphone, malheureusement, ben, ça sortait également de l'écran du smartphone. Alors, comment envisageriez-vous l'apprentissage de la programmation informatique, le langage de Scratch, donc plutôt par bloc, dans une classe très hétérogène? Eh bien, tout simplement, et là, on peut faire confiance à leurs élèves. Alors, on peut soit utiliser le QCM comme outil diagnostic, on peut mettre par exemple la lecture d'un programme par bloc. Je mets un programme et je demande à l'élève de me dire ce qui va se passer. Il a plusieurs réponses en dessous. Donc, s'il répond bien, il peut bifurquer directement sur un exercice qui va être plus dur. Et là, je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour du côté de VitaScience, parce que VitaScience, c'est pareil, alors c'est pas vraiment pareil que Scratch, mais c'est un logiciel de programmation par bloc qui est basé sur le même principe que Scratch et qui va pouvoir programmer un système. Par exemple, un moteur, il va se mettre à tourner en fonction d'une condition, par exemple un bouton poussoir qui est appuyé, qui est poussé, donc activé, pardon, je vais y arriver. Donc ça, vous allez pouvoir directement maintenant l'intégrer dans Tactileo. Alors, si j'ai le temps, je vous le montrerai juste après. Mais vous allez voir, alors, peut-être pas, je vais pas vous le montrer parce que je n'aurai pas le temps, mais je vous invite à aller voir les webinaires que font les personnes de VitaScience. Ils sont vraiment parfaits et ils montrent l'intégration dans Tactileo. Mais je pense qu'il faut aussi à un moment faire confiance à nos élèves sur l'auto-évaluation de leurs capacités. C'est-à-dire que on peut mettre un exercice et derrière créer un petit QCM. Comment tu trouvais cet exercice? Difficile, trop facile? Et avec les déclencheurs, je vais pouvoir derrière créer des exercices plus simples ou plus complexes et orienter les élèves sur ces exercices plus simples ou plus complexes en fonction de leur réponse au QCM, sur leur ressenti, sur l'exercice un peu test. Donc voilà. Est-ce qu'il est possible de convertir les notes en compétences pour évaluer par compétences? Alors, il n'est pas possible dans Tactileo de faire ça, et même je vous conseille d'utiliser les axes de positionnement si vous voulez évaluer par compétences ou par connaissance, qui seront plus fidèles parce que finalement, parfois, on pose des questions qui sont en dehors du champ de la compétence que l'on souhaite évaluer. Donc, elles n'ont pas lieu d'être prises en compte. Finalement, la note qu'on obtient à la fin, elle est un peu globale. Elle est globale et elle ne reflète pas vraiment le niveau d'acquisition d'une compétence. Lorsqu'on va utiliser
les axes de positionnement, on peut tout à fait, enfin on peut tout à fait évaluer par connaissance et avoir une belle précision sur là où se trouve l'élève vis-à-vis de l'acquisition. Donc plus sur les axes de positionnement. Je prends tout de suite la dernière question. On peut utiliser seulement les axes de positionnement sans utiliser les points. Oui, il suffira de redéfinir l'affichage à la fin du module et de ne pas afficher la note. Comme ça, on ne la prend pas du tout en compte, les élèves ne la voient pas, et nous, derrière, on aura uniquement les axes de positionnement qui seront utiles. Alors, il faut éviter les déplacements de vignettes. Alors ça, c'est peut-être un peu plus sur smartphone, quoique moi, ça m'a pas du tout posé problème. Je l'utilise fréquemment, hein, le déplacement de vignettes, de vignettes, que ce soit sur du texte à trous, ou le fait de légender une image, mais ça n'a pas posé de problème. Si, les premières semaines, où les élèves, mais enfin vraiment, ils prennent le coup, hein, sans trop de problèmes. Dans un parcours, les séquences peuvent-elles être organisées avec un ordre personnalisé, comme on le fait dans un module? Alors ça, c'est une bonne question parce que je sais qu'il y a des règles de validation de modules, mais je ne pense pas qu'on peut réorganiser avec un ordre personnalisé pour les élèves. Il me semble qu'ils doivent. Par contre, je sais que on peut forcer les élèves à les faire dans un ordre précis, ou alors on envoie le parcours comme ça et les élèves en fait reçoivent, enfin je vais oser le mot, hein, une sorte de buffet à volonté avec tous les modules qu'on a dedans et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'ordre qu'ils veulent. Alors d'autres webinaires sont-ils prévus? Pas dans l'immédiat, parce que je forme également. Par exemple, là, ça fait déjà 8 heures cette semaine que je forme sur Tactiléo. J'ai encore 3 heures demain et 2 heures vendredi. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une collaboration avec Tactiléo. Donc pour le moment, avec moi en tout cas, il n'y a pas d'autres webinaires de prévus. Mais sachez que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça sera mis en ligne prochainement. Un élément SCORM correspond à quoi exactement? Alors, un élément SCORM, c'est un format de téléchargement du module. Vous allez pouvoir télécharger votre module en .SCORM. Alors, vous allez voir, il ne va pas tout prendre, hein. Par exemple, il ne va pas prendre les présentations de vidéos qui sont certainement trop lourdes. Donc, il va en fait aspirer tout votre module dans un fichier en .SCORM et ce .SCORM, vous allez pouvoir l'intégrer directement à une autre plateforme. Je pense notamment à Moodle. Moodle, moi j'avais commencé un petit peu par Moodle avant de découvrir Tactiléo, j'avais créé quelques exercices et lorsque j'ai découvert Tactiléo, ben, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai téléchargé tous mes exercices Moodle, tous mes cours, là-bas ça s'appelle un cours, tous mes cours Moodle en .SCORM et je les ai intégrés à Tactiléo. Cependant, il faut savoir que le point SCORM, l'élève va avoir les réponses, va savoir s'il a bon ou il a faux, mais malheureusement, la notation qu'on a prévue dans l'autre exerciceur ne pourra pas être prise en compte dans le nouvel. C'est-à-dire que j'avais beau avoir prévu un barème précis sur Moodle, Tactiléo ne peut pas récupérer les résultats et les réponses des élèves. On n'aura aucun regard dessus. Est-ce la même formation qui est proposée sur Canopé? Je ne sais pas du tout, parce que alors je sais que Canopé m'a contacté pour que je leur présente Tactiléo, là, mais elle n'est pas encore dispo sur la plateforme, donc c'est certainement une autre personne qui présentera. Donc ça peut être intéressant, il peut avoir une autre vision de Tactiléo que moi. Et une réponse illustrée, c'est plutôt pour dessiner ou écrire au-dessus, c'est bien ça? Alors oui, ça peut être pour dessiner, écrire. Je vous conseille aussi, et ça c'est génial, par exemple, je vais reprendre dans le cadre d'un apprentissage sur Scratch, la programmation. On peut aussi prendre la réponse illustrée, la laisser vide et demander sur la question d'avant à l'élève d'aller créer quelque chose et de prendre une capture d'écran d'une capture de son écran et on laisse une réponse illustrée derrière qui est vide. Donc, dans cette réponse illustrée, il va pouvoir ouvrir ses dossiers et aller rechercher sa capture d'écran et la poster. Et vous l'envoyez. Donc, la réponse illustrée, c'est à la fois effectivement pour dessiner, commenter si on a déjà mis une image,
Ça peut être aussi pour représenter quelque chose, mais ça peut être aussi pour déposer une photo. Alors, peut-on sauvegarder ou télécharger nos modules sans SCORM? Oui, il me semble qu'on peut télécharger nos modules au point TAC. Mais alors moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que bon, ils sont tous dans Tactileo et ça ne bouge pas. S'il y a un problème avec le serveur de Tactileo, ils sont super forts et super réactifs. Donc, en général, ça dure moins d'une heure. Et puis, il y a la plateforme, hein, si on signale, ça va très vite. Donc, personnellement, je ne l'ai pas fait, hein, sauvegarder mes modules. Alors, si on extrait un SCORM, peut-on le passer à quelqu'un pour qu'il l'intègre dans son Tactileo? Non. Non, 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 parce que malheureusement, on l'aura téléchargé en .SCORM, donc il y a une sorte de compression qui se passe et on ne va pas pouvoir le décompresser de la même manière dans Tactileo. Cependant, vous allez pouvoir le partager à votre collègue. Je vous montre rapidement comment on partage. Donc là, tout simplement, hein, je vais dans mes ressources. Donc, si vous voulez le partager à un collègue en particulier, je vais éditer mon module. Je vais dans les options du module, dans le partage. Donc, soit je le partage avec mon établissement, tout le monde, ou je ne le partage pas. Et là, vous allez tout simplement dans liste de partage, entrer l'adresse mail académique de votre collègue, donc celle avec laquelle il est connecté sur Tactileo, et vous pouvez lui envoyer. Il recevra une notification par mail et il pourra dupliquer votre module, le visualiser, le modifier, vous le renvoyer. Enfin voilà, on peut même effectivement développer la coopération, la coécriture d'un module entre enseignants. Alors effectivement, par le GAR, on ne peut pas encore les partager parce qu'il y a une petite restriction d'un point de vue, je pense, RGPD et partage des droits, parce que tout ce qu'on partage n'est parfois pas libre de droit. Donc on essaie, je sais que Tactileo essaie de trouver des solutions en passant par des collections. Lorsqu'ils trouvent un ensemble de modules pertinents, ils peuvent créer une collection et vous les mettre à disposition. Mais effectivement, par le GAR, c'est un peu complexe. Donc voilà. Alors, visiblement, je n'ai plus de questions. Ah, si. Est-il possible de générer un fichier Excel avec le détail des réponses des apprenants? Alors non, le détail des réponses, élément par élément, on ne pourra pas. On aura juste dans le SCORM, lorsque vous allez, dans le SCORM, pardon, dans le fichier Excel, vous allez avoir la durée, le nom, le résultat global et les axes de positionnement. Si je ne me trompe pas pour les axes de positionnement, mais on n'en est pas dans ce niveau de détail. Donc, si il n'y a plus de questions, il est 15h20. On est à peu près dans les temps. J'ai un peu moins de retard que sur le premier webinaire. Je vais vous remercier pour votre attention et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci Clément, et effectivement, je note le progrès. Le prochain, on sera dans les temps. Merci en tout cas, et bonne journée à tout le monde, et voilà, encore une très belle présentation.